Oui, dans cette optique, est-ce que pour clarifier les choses, faire une ligne de partage, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'être de gauche, c'est ceux qui acceptent de prendre le risque de sortir des traités, notamment les traités européens qui étouffent, et de retrouver une souveraineté suffisante pour essayer de recommencer quelque chose? Si on adoptait cette ligne de partage, peut-être que la classification serait assez rapide, en allant de Hamon, Macron, etc., Hollande, etc. Et on verrait peut-être qui reste, qui peut-être qui est encore de gauche. Et on peut peut-être, à partir de là, élaborer un projet. C'est formidable parce que les uns après les autres, vous vous glissez dans tous les manques de mes réponses précédentes. Alors ça me permet de tenir un propos quasiment continu, mais quand même bien séquencé. Donc là, je vous remercie. Parce que ce que je viens de vous donner, en effet, c'est une définition extrêmement générale de la gauche. Alors maintenant, il faudrait procéder à une définition un peu plus spécifique, c'est-à-dire quelque chose qui, en effet, puisse se montrer opératoire pour opérer des cribles et des tris dans la situation politique présente. Comment se spécifie le projet général de résister à l'emprise générale du capital dans la période, dans la conjoncture contemporaine? Eh bien, je dirais que ce projet général se décline spécifiquement comme un combat mené contre le cadre, en réalité le triangle de structures qui définissent la cage de fer néolibérale. Un triangle, en effet, dont les trois bords sont les suivants. Premièrement, le libre-échange, c'est-à-dire le plein pied commercial qui met en compétition sauvagement et sans la moindre restriction des économies dont les standards socioproductifs et environnementaux sont abyssalement différents. Deuxièmement, la financiarisation, c'est-à-dire le régime de parfaite liberté de mouvement des capitaux greffé sur la logique de la valeur actionnariale, dont les conséquences sont tout à fait bien connues, mais j'y reviendrai le cas échéant. Troisièmement, le modèle de politique économique dit de la désinflation compétitive, tel que pour l'heure, et pour ce qui nous concerne, nous, en France, est désormais sanctuarisé dans les traités européens. Et puisque vous m'avez parlé de... Alors, donc, là, vous voyez, là, c'est extrêmement simple. Hein. Qui s'attaque à ces trois choses et qui ne s'y attaque pas? Qui tourne autour du pot ou qui prend l'affaire de front? Ça, c'est un critère extrêmement simple. Alors, vous lirez les programmes et vous verrez, ça serait vite fait. Ça sera vite fait parce qu'il y a des programmes qui sont vite lus, hein, ça, je vous assure. Et où le flou artistique est le principe organisateur de l'ensemble. Bon, qui, si vous voulez, qui ont pour unique objectif, semble-t-il, de ne rien dire jusqu'à l'échéance. Bon, voilà. Alors là, on voit très vite de quoi il s'agit. Alors, il y a la question délicate de l'Europe. La question délicate de l'Europe, qui se présente sous la forme d'une alternative, étant entendu que demeurer dans la situation présente est tout à fait inacceptable. Je soutiens qu'il n'est pas une mesure de politique progressiste possible dans le cadre des traités européens. Pas une. La seule chose à laquelle nous vouent les traités européens, comme d'ailleurs l'ensemble de ce cadre néolibéral dont je viens de définir les arêtes, c'est à passer la serpillière. Et c'est tout. C'est-à-dire à éponger les dégâts. Dégâts qui se reproduiront éternellement, évidemment, tant que les mêmes causes seront là pour produire les mêmes effets. Voilà. Bon, la question européenne, évidemment, se présente sous la forme d'une alternative qui a toujours posé un point, qui a toujours constitué un point délicat pour la gauche, et qui s'énonce de la manière suivante. Transformer le cadre européen ou bien l'abandonner. Moi, je tiens, pour des raisons qu'il serait sans doute trop long d'expliquer en détail ici, et à propos desquelles j'ai eu l'occasion de souvent m'exprimer, que la transformation du cadre européen est impossible. En tout cas, en l'état, je veux dire, à l'identique. L'euro des 19 est incapable de la moindre transformation. Il ne se transformera que par rupture. Alors rupture en bloc, rupture par éjection d'un seul, rupture par dissolution complète, ça c'est encore à voir. Mais en tout état de cause, il ne peut pas être transformé dans l'état actuel de son périmètre. Voilà. Alors, la stratégie politique, là encore, rencontre l'alternative correspondante. C'est soit partir sans autre forme de procès, soit entreprendre quelque chose
mais avec le propos délibéré de partir, d'être capable de partir, d'être capable de la rupture si ça tourne court. Moi, je pense que cette deuxième solution est celle qui doit être envisagée, même si, à mes yeux, le résultat ne fait pas l'ombre d'un doute. Elle doit être envisagée comme par acquis de conscience politique, et je serais presque tenté de dire morale. Il faut d'abord soumettre à tous les partenaires européens la possibilité, le projet d'une transformation d'ensemble. Et puis on verra bien qui dit quoi à ce moment-là. Soumettre ce projet-là, d'ailleurs, c'est permettre éventuellement de rassembler des forces autres que la nôtre autour d'un projet de transformation. Vous savez que la question de la sortie de l'euro est en train de se poser à nouveau au sein de Syriza, qui l'a écarté de manière forcenée depuis son accession au pouvoir. Bon, il y a un certain nombre de pays et il y a un certain nombre de conjonctures politiques nationales qui pourraient se retrouver plus ou moins synchrones pour former un bloc disposant de quelques puissances politiques à l'intérieur de l'enceinte européenne. À mon avis, je persiste à croire que ça ne changera rien à l'issue finale de la chose. Mais tout de même, ça produit une différence et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut envisager cette solution-là plutôt que le départ à brûle-pourpoint sans autre forme de procès. Voilà.